Merci beaucoup. On est très content aujourd'hui d'être invité par le Salon de développement canado-maghrébin pour parler d'un sujet qui nous semble très important, qui est le sujet du racisme systémique. J'ai autour de moi un panel absolument exceptionnel. De droite à gauche, il y a Rio Achong qui est professeur agrégé au département de philosophie de l'Université de Montréal. Il y a M. Will Prosper qui est documentariste et fondateur et porte-parole du mouvement citoyen Montréal-Nord République. Il y a Natacha Canapé-Fontaine qui est poète et militante au sein du mouvement autochtone Idle No More. Il y a Asma Ebnou Zahir qui est auteur, entre autres, du livre Chronique d'une musulmane indignée et membre de la collective féministe musulmane du Québec. Et enfin, il y a Bouchra Manaï qui est chercheure, postdoctorante et enseignante. Donc, sans plus attendre, je vais poser la première question à Bouchra. Étant donné que le concept de racisme systémique est un concept qui est souvent mal compris, voire même instrumentalisé, disons, à l'envers, Bouchra, dis-nous comment tu définirais le concept de racisme systémique. Alors, bonjour à toutes et tous. Je dirais qu'en plus d'être mal compris, c'est un concept qui est mal aimé parce qu'il fait peur. Systémique, ça inclut un peu trop tout le monde, alors ça fait peur. Mais je proposerai une définition très simple. Dans le fond, c'est l'ensemble des institutions qui produisent et reproduisent du racisme, de la discrimination envers certaines minorités et certains groupes. Donc on peut au Canada penser, au Québec et au Canada penser par exemple aux Autochtones, aux Noirs, mais à toutes autres... Il y a d'autres groupes qui peuvent être touchés. Et alors qu'est-ce que ça veut dire systémique? C'est l'idée qu'il y a des institutions qui sont problématiques dans cette question. Alors ça peut être la police, ça peut être le système carcéral, ça peut être la justice, ça peut être le milieu de l'éducation qui a énormément d'impact. Mais ça peut être aussi, ça peut se reproduire dans des milieux économiques comme les entreprises, le milieu du recrutement. On est aujourd'hui dans un espace qui est fait pour ça, qui est dédié pour ça, par exemple. Mais il y a un ensemble de milieux dans lesquels ça peut se reproduire. Et peut-être que je dirais quelque chose qui me semble important. Pourquoi c'est un terme qui est mal aimé? C'est parce que ça évoque les relations interpersonnelles. Les personnes se sentent touchées ou culpabilisées dans leur rapport aux minorités. Et en fait, le racisme systémique, ça n'est pas ça. Ça n'est pas une question d'individu, c'est une question de société et de système collectif. Très bien, donc je retiens la non-individualité du racisme et le côté institutionnel, Tout à fait. que ce soit public ou privé. Oui. Je sauterai de l'autre côté, peut-être, Will, si tu peux nous parler plus concrètement, donc comment est-ce que le racisme systémique peut atteindre la vie des gens, comment est-ce qu'il se représente chez nous ici au Québec? Il y a plusieurs manières que ça se répercute. On peut penser au niveau de l'emploi. Juste dans la fonction publique au Québec, présentement, il y a un manque de 25 000 emplois à combler de personnes racisées. Donc ça, c'est un appauvrissement économique qu'on est en train de subir ici, les gens issus des communautés racisées. Quand on regarde au niveau politique, il y a 5 élus sur 125 qui sont des élus, qui sont des personnes racisées aussi. Et quand on regarde d'autres postes de pouvoir à Montréal, où est-ce qu'on est constitué de 30 de communautés racisées sur l'île de Montréal, bien, il y a seulement 4 élus sur 103 qui nous représentent. Donc ça, c'est grave. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que les gens qui sont supposés nous représenter, faire valoir les différents points, comme le manque à combler de 25 000 emplois, mais ces gens-là sont complètement absents dans les prises de décision. Et quand on regarde aussi au sein de la fonction publique, dans les postes de pouvoir comme chef, dirigeant, conseil d'administration, sur l'île de Montréal présentement, dans tous ces différents organismes, dans les différentes institutions qui sont présentes ici, mais on parle de moins de 5,9 %, alors qu'on forme toujours 30 % de la communauté de Montréal. Donc, on est complètement évacué, donc on ne prend pas part aux décisions qui sont faites dans ces différents organismes-là. Et qu'est-ce qui est plus inquiétant, selon moi, c'est que les femmes sont encore moins bien représentées. On parle de seulement 15 % de ces femmes-là qui siègent sur ces différents postes-là. Mais quand on parle des femmes racisées, on parle de moins de 1 %.
Donc, vous voyez, il y en a qui subissent à plusieurs niveaux. Donc, le racisme systémique, pour un homme, ça peut affecter d'une certaine manière, mais pour une femme, ça peut être une conséquence d'une double peine, un double impact. Donc, c'est encore plus grave à ce moment-là. Et souvent, c'est ces personnes-là qui vont nourrir les familles, qui vont aider les familles, et ainsi de suite. Et elles sont carrément appauvries économiquement. Et nous, on est en train de laisser ça se dérouler là de laisser cela se dérouler devant nos yeux. Donc, il faut absolument faire quelque chose pour contrer ces problématiques-là. Des chiffres très graves, évidemment. On sent aussi l'idée qu'évidemment, quand on est au Québec de couleur noire ou suivant, évidemment, on peut être racisé sur plusieurs aspects, la religion, les origines, je pense beaucoup aux Autochtones. Et la fin de ce que tu as dit fait le lien tout à fait avec la prochaine question. Quand on parle de la situation des femmes, peut-être, Asma, tu peux nous parler donc des concepts d'intersectionnalité, donc cette idée où on peut vivre plusieurs oppressions à la fois, et comment, peut-être, en tant que femme racisée, tu vois cette situation de racisme systémique. Mais pour la question de l'intersectionnalité, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est que pour certains groupes de femmes, comme justement les femmes racisées, le sexisme n'est pas la seule forme d'oppression qu'elles subissent, que ce soit dans la société en général ou que ce soit dans les différentes communautés. Donc, il y a aussi le racisme, justement, qui implique la discrimination à l'emploi, entre autres, et plus de pratiques. Donc, c'est comme ça, quand on parle d'intersectionnalité, c'est vraiment l'intersection des différentes formes d'oppression que vivent les femmes. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un certain discours ou il y a certains groupes féministes qui refusent de reconnaître ça et qui veulent passer, dans le fond, le patriarcat comme la seule forme et la forme principale d'oppression qui est commune à toutes. Et puis, OK, c'est vrai on peut dire que c'est une forme commune, mais ce n'est pas la seule. Et pour certaines femmes, peut-être que le sexisme passerait en second lieu parce qu'elles souffrent beaucoup plus de racisme, par exemple, dans la société, que de sexisme. On voit ça à l'échelle nationale, mais on peut le voir aussi à l'échelle internationale. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, à l'échelle internationale, quand on voit qu'est-ce qui revient beaucoup plus au niveau de l'agenda féministe international, on va dire, c'est qu'il y a une hiérarchisation, en fait, des pratiques sexistes ou perçues comme sexistes. Des exemples, pourquoi que la question du port du foulard prend beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de temps, d'actualité, etc., que ce soit au niveau national ou international, que la question de l'hypersexualisation, par exemple. Pourquoi des crimes qui sont commis, soi-disant, au nom de l'honneur, choquent beaucoup plus que des crimes passionnels, que l'assassinat des femmes autochtones, la disparition des femmes autochtones. Pourquoi les agressions sexuelles qui se passent dans d'autres sociétés, comme l'Inde ou ailleurs, ont l'air beaucoup plus dramatiques et sont représentées dans les médias de façon beaucoup plus dramatique que les agressions sexuelles qui se passent chez nous, alors qu'on sait qu'une fille sur 3 ici dans la société québécoise qui a plus que 16 ans s'est déjà fait agresser sexuellement. Donc, en fait, cette hiérarchisation-là des pratiques sexistes ou perçues comme sexistes est due justement à la perception sur... En fait, la culture, ça dépend de la culture de du criminel ou de l'agresseur, etc. Et c'est là qu'on voit vraiment le racisme qui sous-tend le discours féministe libéral, libéral dans le sens idéologique, en fait, qui tend à conforter, en fait, l'image d'un Occident qui est rationnel, qui est modernisé, sécularisé, etc., vis-à-vis un ailleurs, barbare, traditionnel, etc. Donc ça, c'est une forme de racisme systémique, justement. C'est vraiment comment sont représentés les enjeux des femmes et aussi comment, en fait, si on revient plus près de chez nous, ici au Québec, par exemple, quand il y a des pratiques qu'on veut... En fait, comment on veut légiférer quand il s'agit de l'autre et qu'on parle beaucoup plus de sensibilisation et d'éducation quand il s'agit des pratiques qui sont répandues dans la société. Par exemple, on veut légiférer sur le voile, sur le foulard, mais on parle d'éducation populaire, de sensibilisation quand il s'agit d'hypersexualisation. Donc, ça aussi, c'est une forme de racisme systémique. C'est intéressant, évidemment, tu as dit beaucoup de choses. Il y a la question de l'international qui a été abordée d'un point de vue féministe. Je poserai peut-être la question à Rioa. On a parlé du racisme systémique donc, au niveau du Québec, on a parlé du féminisme, du côté international,
ou qui peut porter en lui, des fois, suivant comment il est compris, une partie de cette problématique. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de problématique du racisme, si on veut, au niveau international? Oui, eh bien, je pense que, en fait, bon, alors je vais revêtir un peu ma casquette de professeur de philosophie. Mon domaine d'expertise, c'est justement l'éthique des relations internationales. Et oui, en fait, on assiste présentement à un domaine de recherche qui connaît de plus en plus d'essor et qui tente de remettre à l'avant-plan la question de la race, le problème du racisme structurel, du racisme systémique dans le domaine des théories des relations internationales. Non pas parce que le racisme existe depuis peu, et évidemment c'est un phénomène qui malheureusement existe depuis toujours, mais il y a comme une sorte de déconstruction critique qui est en train de se passer dans le domaine des études académiques au sujet des relations internationales. Et dans cette déconstruction critique, on se rend compte qu'il y a une sorte d'oubli calculé, ou comment dire, une sorte de tabou autour de la dimension racialisée, en fait, des inégalités économiques et politiques à l'échelle internationale. Et force est de constater, en fait, que lorsqu'on s'en remet à ce cas d'analyse, ça fait vraiment sens de parler de racisme structurel, de racisme systémique pour décrire des chaînes d'oppression, des chaînes de domination, des systèmes d'inégalité économique et politique qui, en effet, comportent une dimension racialisée qui est, en fait, incontournable. Alors, évidemment, l'état des lieux dans ce domaine de recherche est en plein essor, en plein développement, bien que, en fait, la première intuition part d'un grand sociologue américain qui s'appelle Du Bois, qui, dans le cadre d'un article qu'il avait publié dans Foreign Affairs en 1925, disait le problème du 20e siècle sera ou est le problème de global color line. Donc de la ligne de couleur, des fractures de couleur entre des catégories sociales d'individus qui sont racialisés par rapport à une autre catégorie sociale d'individus qui domine. Et comment justement ce type de racisme structurel et systémique perpétue des systèmes de privilèges, évidemment au détriment des autres. Et je voulais juste insister sur le fait qu'en vérité, dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, comment dire, les politiques extérieures de plusieurs pays, en fait, reconduisent, qu'on le veuille ou non, parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec le phénomène du racisme systémique, c'est que ça ne dépend pas des intentions intimes des individus et des acteurs, c'est structurel. Alors, à travers l'analyse des politiques extérieures de plusieurs pays, de plusieurs puissances contemporaines, dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, on se rend compte que ça reconduit encore une fois des dimensions extrêmement racialisées d'inégalités politiques et économiques à travers le monde. Et évidemment, ces politiques extérieures ont un impact au sein des sociétés domestiques qui ne font qu'exacerber ou que renforcer les structures systémiques ou le racisme systémique qui existent déjà au sein de ces sociétés-là. Ça peut aussi aller dans l'autre sens. Ça peut être aussi des structures de racisme systémique au sein des sociétés domestiques qui vont en effet porter aussi des politiques extérieures qui ne font qu'exacerber la dimension racialisée de ces inégalités politiques et économiques. Très intéressant. Alors on voit le lien et le côté effectivement systémique au sens très large. Maintenant, on est au niveau de la planète et qui a un impact sur le nouveau, le plus local. Il y a quelques mots qui ont été dits. Je vais peut-être me permettre un certain nombre de définitions. Peut-être on a parlé de racialisation, de personnes racisées. Donc, juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, donc on parle, étant donné qu'il y a des gens qui sont pénalisés de par leur couleur de peau ou de par leur origine, ils sont victimes de racisme systémique. Une personne victime de racisme systémique est une personne racisée ou racialisée. Donc les races n'existent pas, mais le racisme systémique existe et donc les personnes racisées existent. Et c'est sur cette base-là que cette conversation se fait. Il y a aussi un mot très important que tu as utilisé, Rioa, qui est la question de privilège. Donc il suffit qu'il y ait des gens privilégiés pour, en fin de compte, vu que c'est une notion relative, pour une fin de compte, il suffit pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui sont désavantagés et donc par le fait même sont victimes d'un certain désavantage de par leur origine. On a vraiment abordé énormément de différentes choses. Il y a peut-être quelque chose d'important. On est resté au niveau large, mais évidemment chaque groupe racisé a une spécificité, a une histoire qui fait qu'ils sont arrivés là. Et un des risques d'ailleurs, c'est souvent d'invisibiliser peut-être une partie à l'intérieur des différents groupes racialisés. Donc je poserai ma question à Natacha, qui est entre autres militante dans le mouvement Aider No More. On ne peut pas passer, je pense, à côté de cette question-là au Québec. Quelle est la spécificité de la réalité autochtone ici au Québec et de l'histoire peut-être qui aujourd'hui?
Oui. Ce qui fait, par commencer, c'est aussi une question très, très large. La situation des Autochtones au Québec est assez particulière, justement parce que même quand on parle de minorité visible, on exclut directement dès le premier mot, en fait, l'idée même que les Autochtones existent encore au Québec et qui font partie donc de la masse des personnes racisées dans la société québécoise. Dans cela, je veux complètement apporter l'idée que le racisme systémique est très présent et que nous sommes à peu près, en quelque sorte, les premières victimes dans l'histoire même du pays, mais dans l'histoire du Québec aussi, si on fait un parallèle avec l'histoire du Québec par rapport à sa propre lutte identitaire. Mais à l'intérieur de cette lutte-là, les Autochtones au Québec vivent beaucoup plus d'invisibilité, je vais dire, que les Autochtones ailleurs au Canada. De là, même de la manière dont on s'est développé dans les dernières décennies, on est beaucoup plus en retard par rapport au reste des peuples autochtones du pays au Québec, on est beaucoup plus reculé et en retard sur notre progression culturelle, philosophique, spirituelle, etc. Et donc, la présence du racisme systémique donne des résultats comme les disparitions, les femmes, donc la situation des femmes autochtones disparues, assassinées. On a l'impression au Québec que ça n'existe pas parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de disparition, de cas d'assassinat, mais on va beaucoup entendre parler à l'intérieur même des communautés autochtones et même à l'intérieur même des régions, donc beaucoup moins dans les médias, beaucoup moins dans les villes, dans les grands centres urbains. On va beaucoup moins entendre parler des abus, des agressions sexuelles que vivent les femmes autochtones à l'intérieur même des communautés de la part de la police, justement. Et donc, pour nous, quand on dit racisme systémique, pour nous, les femmes autochtones, on fait référence tout de suite au corps policier au sein des communautés et donc à la police, même à la police autochtone, mais aussi à la Sûreté du Québec. Donc, on a eu l'exemple avec l'émission Enquête qui ont pris donc des témoignages de femmes qui ont osé parler et dire qu'est-ce qu'ils ont vécu au cours des dernières décennies avec le corps policier de Val-d'Or, justement. Et depuis, on n'a toujours pas eu plus comment je vais dire, on n'a toujours pas eu de résultats par rapport à ces dénonciations qu'elles ont faites à la télévision, mais on n'a jamais entendu parler non plus qu'elles ont été en danger de vie ou de mort par la suite après les révélations qu'elles ont faites. Donc, les femmes autochtones, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la situation des femmes déjà au Québec est assez particulière, mais imaginez donc la place d'une femme autochtone au sein de la société canadienne et de la société québécoise, entre autres. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de sensibiliser donc par rapport à la place de la femme dans les communautés, mais à la place de la femme dans la société, et donc de dire qu'en tant que femme autochtone, on a vraiment une grande échelle sociale à remonter. Et ce qu'on va tenter de faire, justement, c'est de faire de l'éducation populaire par rapport à ça, parce qu'il y a une grande lacune de l'éducation aussi au sein des communautés, une grande lacune donc d'éducation sexuelle aussi. Et donc, ce qui va arriver avec toute la détresse que l'on peut vivre par les conséquences de la colonisation au sein des communautés autochtones, on ne peut pas toujours réagir en cas d'agression ou d'abus et de ne pas être en mesure d'avoir le discernement ou le jugement de dire « je suis en situation de danger ». Et donc, je tente d'énumérer le plus de choses possible, mais donc pour dire qu'ici, en tant que moi, en tant que femme autochtone, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là dans les dernières années. J'ai beaucoup vécu toutes sortes de situations. Et donc, je sens que le racisme et la discrimination sont vraiment imbriqués dans l'inconscient collectif dans la société parce que dans l'histoire du Canada, le pays est un pays colonial à la base, a un régime colonial et il fonctionne encore de cette façon-là. L'institution reste profondément colonialiste et nous avons la preuve directement avec les Autochtones. Et c'est pour ça que
dans l'éducation, il y a une lacune par rapport à l'histoire des Premières Nations au pays, mais surtout à l'histoire des femmes autochtones et par rapport à la situation des femmes autochtones disparues assassinées. Il y a donc une forme d'ellipse qu'on tente de faire, un effacement volontaire qui a été fait, donc d'effacer la mémoire des peuples autochtones, effacer l'histoire et l'existence des peuples autochtones jusqu'à la mémoire et jusqu'à la présence actuelle dans la société. Et donc nous avons beaucoup à faire pour tenter de se faire entendre le plus possible, d'avoir une certaine présence médiatique également, mais d'avoir une certaine présence forte dans la société, dans les milieux publics, et de dire que l'on existe, mais que le combat, finalement, le même problème au sein de la société, et c'est cette discrimination qui est imbriquée dans le système par l'histoire même du pays. Un grand appel. Déjà, l'étape 0, c'est la non-invisibilisation du problème. Hein, des fois, on a l'impression quand on parle du racisme systémique, on a l'impression de parler à un alcoolique qui est dans le déni. Hein. À un moment, tu fais « Ok, d'accord, tu as un problème, maintenant il faut que tu arrêtes de boire. » Là, c'est pareil pour notre société. Des fois, on invisibilise le problème. Peut-être le dernier sujet, avant de rentrer dans les questions de solutions possibles, aux pistes de solutions, il y a la question donc, du regard de l'autre. Et puis ici, on est il y a beaucoup de Maghrébins autour de nous. Et Bouchra, je sais que tu as fait beaucoup de recherches sur le sujet, évidemment. Au-delà donc, de comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce que la perception de l'autre construit donc, l'identité de la personne racisée, ou peut-être dans le cas des Maghrébins particulièrement? Si je peux me permettre juste peut-être un ajout à ce qui vient d'être dit, il y a les échelles qu'on a évoquées, internationales, nationales, locales, institutionnelles, dans lesquelles justement se vit et se reproduit le racisme. Mais il y a toute l'échelle intime, en fait, toute la partie très intime avec laquelle on vit ces oppressions-là, ces mises en danger, ce déni, etc. Et je pense que ce qui est important aussi pour expliquer le racisme aux autres, parce qu'effectivement, vous avez raison de dire que c'est un terme qui est très très mal compris en fait, et qui remet l'autre face à son déni. Et je pense que pour l'expliquer, il n'y a rien de mieux justement que de procéder en disant mais c'est pas juste toi qui es concerné, c'est d'abord moi, en tant que racisé qui suis concernée, et ça touche de multiples échelles. Et je pense que chacun, malheureusement, on a à faire de l'éducation populaire dans nos relations interpersonnelles et dans des occasions comme ici. Mais je pense que c'est important de le faire. Maintenant, pour revenir à ta question sur les Maghrébins, qui a occupé effectivement pas mal d'années de mes recherches, enfin de mes dernières années de recherche. Ce qui a été intéressant en analysant le parcours des Maghrébins qui arrivent au Canada et au Québec, plus particulièrement les Maghrébins se sont installés au Québec et à Montréal. Ce qui a été intéressant, c'est de voir comment dans les premières années de leur installation, ils s'organisaient par des associations communautaires, par exemple, plus comme Tunisiens, comme Algériens, comme Marocains. Et donc l'identité nationale ou l'ancrage national était beaucoup plus fort. Et c'est avec la formation du phénomène collectif qui, dans le fond, qui vivait la discrimination face à l'emploi, le chômage qui était quand même, enfin qui est encore assez important, mais heureusement au fil des années ça baisse. Et c'est en fait vis-à-vis cette problématique-là que l'ensemble des groupes se sont, dans le fond, définis comme vivant le même problème, et donc quelque part, vu qu'ils vivent le même problème, ils sont maghrébins. En plus du fait que statistiquement, je veux dire, les statistiques construisent les groupes sociaux, et le Québec a un bassin de recrutement d'immigrants qui est au Maghreb. Alors quoi qu'on pense du Maghreb, je veux dire, y a-t-il une unité, il n'y en a pas, etc. Ça c'est autre chose. Mais donc les Maghrébins se sont définis quelque part comme groupe parce qu'ils vivaient les mêmes problématiques
le même chômage, les mêmes discriminations à l'emploi, la même surqualification ou la même dévalorisation en fait, de leur parcours professionnel. Et donc ça revient à ce que tu mentionnes, l'idée qu'on a beau parfois se définir, la façon avec laquelle l'autre va nous définir et va nous imposer une identité et une frontière va parfois être beaucoup plus important que ce que notre intention voudrait qu'on fasse ou ce que notre ambition voudrait qu'on fasse. Et c'est là le jeu de passage entre l'individu et le collectif avec les enjeux du racisme, c'est que un nouvel arrivant qui pourrait avoir le meilleur parcours, s'il n'a pas le bon faciès, si je peux résumer ainsi, il va rencontrer des difficultés. Et ça fait de lui un membre justement d'un groupe qui devient un groupe racisé. Il fait partie d'un phénomène qui le dépasse quelque part. Et ce sont tous ces jeux d'échelle justement qui s'opèrent avec les Maghrébins. Et peut-être juste la coche d'après, ou ce que mes recherches en tout cas ont permis de montrer, c'est que la coche d'après, c'est l'identification comme musulman. C'est-à-dire que le Maghrébin n'est plus maghrébin, il est musulman, avec les enjeux de radicalisation, etc. Et donc, on passe en fait d'une identité à l'autre. La même personne peut être tunisien, maghrébin et musulman, juste parce que l'autre le définit comme tel, ou juste parce qu'il vit telle ou telle problématique. Très intéressant. Donc, comment on crée les communautés de par le regard. Asma, tu veux... Oui, juste pour rebondir sur ce que Bouchra a dit, en fait, c'est que sur justement comment on construit l'autre, c'est de prendre aussi conscience et puis d'éduquer sur la façon dont le système politique, le système économique, le système médiatique construit justement les citoyennes et les citoyens d'origine autre que canadienne-française. Et on le voit en fait à travers, par exemple, aujourd'hui, quand on dit ici dans la société, quand on parle de femmes arabes ou femmes musulmanes, on ne va pas penser à, ah oui, femme qui est arrivée diplômée mais qui n'a pas trouvé d'emploi. On va penser à, ah oui, femme qui nous crée des problèmes avec ses histoires de foulard, etc., et de commandement. Donc tout ça, c'est construit à travers, oui, la couverture médiatique, mais à travers aussi le discours politique. Quand on regarde, par exemple, combien de temps ça prend, au niveau de la volonté politique, en fait, combien de temps ça prend à des politiciens, à différents partis, de voter des lois et de dégager du budget, par exemple, pour un centre de radicalisation, des lois sur le discours, sur les mariages forcés. Ça a pris combien de temps? Alors que ça fait... Moi, en 2006, je siégeais sur la table du Maghreb au ministère des communautés culturelles et de l'immigration. En 2006, on parlait déjà de discrimination en emploi à la table du Maghreb et on faisait déjà du plaidoyer là-dessus. Et il y avait déjà des études qui démontraient, etc., etc. Depuis ce temps-là, et même avant, il y avait des gens avant moi, je veux dire, qui luttaient sur la même cause. Et on est encore en train de dire la même chose. Il y a de la discrimination à l'embauche, il faut voter des lois, il faut dégager du budget. Donc, c'est la volonté politique. Et c'est caractérisé vraiment par du racisme en fait, institutionnel. C'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour régler ça, parce qu'on voit encore les autres citoyens comme plus un groupe à tenir par des lois plus, en fait, à limiter au niveau de leur identité, justement, maghrébine ou musulmane, etc. Intéressant, je me souviens au lendemain de la déclaration de Pauline Marois sur la charte, tout d'un coup, tous les musulmans sont réunis pour se dire comment on va réussir à résister à ça. Et il y avait une association musulmane qui rêvait de cette Oumma réunie, qui disait merci, alhamdoulilah, grâce à Pauline Marois, la Oumma est réunie. Bon, maintenant, une fois qu'on s'est alliés, disons, en tant que racisés, non pas parce qu'on existe comme communauté, mais parce qu'on vit la même réalité de personnes racisées. Ce qui nous unit, en fin de compte, c'est le regard de l'autre, comme ce qu'on a développé. On va faire un petit dernier tour de table, peut-être, s'il y a une action ou deux qui vous tiendrait beaucoup à cœur dans la lutte contre le racisme systémique. Ça serait quoi? Je vais commencer par Rio. Oui, alors je vais juste profiter de mon temps d'antenne, juste pour rebondir quand même sur les propos hyper importants qui viennent d'être énoncés par Bouchra et par Asma. C'était au sujet justement de la notion de race. C'est un sujet évidemment équivoque et tu l'as tout à fait bien souligné parce que la notion biologique de la race est devenue évidemment
une notion absolument obsolète. Il y a un consensus scientifique qui rejette à juste titre cette notion-là et qui donc a été remplacée pendant un certain moment par la notion d'ethnie. Mais ce que la notion d'ethnie ne recoupe pas suffisamment, c'est en effet le phénomène de construction sociale dont Bushra Yasma parlait. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le racisme culturel, on peut parler de racisme culturel, et éventuellement, c'est le phénomène même de racialisation, en fait, qui est peut-être le plus porteur en termes de cas d'analyse, parce que c'est exactement comme Bushra Yasma le décrivait, ce sont des phénomènes sociaux par lesquels, éventuellement, des catégories sociales d'individus vont subir des discriminations, soit à titre individuel, soit à titre institutionnel, en raison de caractéristiques communes qui les stigmatisent ainsi aux yeux d'une majorité ou enfin aux yeux de d'autres catégories sociales. Et c'est dans ce sens-là, qu'on l'entend dans ce sens-là, qu'on peut parler par exemple de l'islamophobie à l'échelle internationale comme étant une forme de racisme culturel à l'endroit donc d'une catégorie sociale d'individus, ici même au Canada, à l'échelle internationale, etc. Et je dirais que donc en termes d'action positive, cette fois-ci, après avoir fait ce travail extrêmement important de déconstruction critique et d'élucidation des concepts porteur de sens pour expliquer l'état du monde et l'état des inégalités à travers le monde, je crois qu'il est très important, en fait, de vraiment en appeler à l'engagement civique qui doit se traduire par des actions politiques qui dénoncent les Trump de ce monde, qui dénoncent les dérives racistes et xénophobes pendant le débat sur Brexit, qui dénoncent les dérives racistes autour du débat burkini en France, qui dénoncent à juste titre les postures racistes qui ont porté les politiques colonialistes du Canada à l'égard des Premières Nations. Et je pense que c'est vraiment, à titre de citoyen, dans un premier temps, par notre droit de vote et notre droit de destituer des gouvernements ou de critiquer des figures politiques qui, encore aujourd'hui, même dans la foulée du débat absolument épouvantable que nous avons eu sur la Charte, osent encore en appeler à des politiques identitaires pour espérer gagner des votes. Je crois que c'est vraiment très important, la mobilisation citoyenne, de pouvoir dénoncer cela et de contester à travers donc nos actions politiques ce qui en est de tout cela. Donc, étape 1, déconstruction, comprendre le phénomène. Étape 2, prendre la parole publique en tant que citoyen et participer donc à ce débat et non pas le laisser faire. Will. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je veux juste rebondir sur ce que Asma a mentionné. Souvent, quand on parle de problèmes blancs, on parle d'une commission sur les accommodements raisonnables. Et qu'est-ce qui s'est produit pour cette commission-là? C'est qu'il y a eu 3 incidents mineurs qui ont affecté personne violemment, qui a affecté personne au point de vue économique, et ça a juste dérangé les gens. Et on a fait une commission sur les accommodements raisonnables parce qu'on a vu ça partout à travers les médias. On en a parlé pendant un été au grand complet. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire une commission sur le racisme systémique qui affecte véritablement économiquement un ensemble de personnes, des milliers et des milliers de personnes, qui enferment, qui incarcèrent des jeunes, qui fait la criminalisation des jeunes noirs dans certains quartiers, et ainsi de suite. Et on est en train de se battre pendant des mois et des mois et des mois à essayer de mettre ça sur place. Donc, c'est absolument compliqué comme lutte. Et c'est important d'avoir des alliés et de s'engager, comme Rioa le mentionnait, dans un engagement civil, et ainsi de suite. Et moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Quand on regarde les luttes qu'on a faites, nous autres, particulièrement contre le profilage racial, contre la criminalisation des jeunes noirs, et ainsi de suite, on regarde les budgets qui ont été administrés contre les communautés noires. Juste à penser, en 2007, il y avait environ 500 jeunes noirs qui étaient dans la banque de données du SPVM associés aux gangs de rue. Par la suite, on a formé l'escouade Eclipse au sein de la police. Ils ont augmenté ce nombre-là à 8 867 jeunes noirs en 2 années. Est-ce que c'est normal? Mais le point que je veux en venir avec ça, c'est que si on n'est pas en train de s'allier les uns les autres, les différentes personnes issues des communautés racisées, bien, présentement, on est en train de faire exactement la même chose avec la radicalisation des communautés maghrébines, musulmanes, et ainsi de suite. Donc, le même principe qui s'est appliqué contre les communautés noires, on est en train de l'appliquer présentement contre les communautés maghrébines. Donc, c'est pour ça que quand on regarde des luttes qui sont en train de se faire un peu partout à travers le Québec, on ne doit pas rester pas fermé, mais on doit absolument s'allier pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de progresser et faire une lutte contre ça. Puis, il faut qu'on commence à reconnaître aussi notre force économique. Moi, je pense aussi avec la lutte par rapport aux taxis présentement, parce que les taxis, ça représente 47 de chauffeurs haïtiens. C'est un demi-milliard d'investissements de la communauté haïtienne qui est massivement injecté là-dedans. Et le gouvernement libéral, pour lequel les Haïtiens votent majoritairement, est en train de faire passer des lois pour passer Uber,
qui vont payer pratiquement absolument rien par rapport au permis taxi, par rapport aux réparations que ces gens-là doivent faire et ainsi de suite. Donc, on est en train de laisser couler ça devant nos yeux. Donc, on doit avoir un rôle politique, on doit reconnaître notre force économique et ainsi de suite. Et à ce moment-là, peut-être on va véritablement faire un changement. Et c'est important, comme je le disais, pour la 4e fois, d'allier nos luttes et ainsi de suite. J'aime beaucoup la convergence des luttes. Tout à fait. La question des taxis est un très bon exemple de racisme systémique. Hein. D'un côté, on augmente les médecins qui sont évidemment majoritairement blancs. Ce n'est pas une action raciste ou discriminatoire, c'est juste qu'on exempte les médecins. D'un autre côté, on fait Uber. En plus, les conducteurs Uber, c'est aussi des personnes racisées, fait qu'on met les racisés en concurrence. Et non seulement ça, on subventionne un blanc comme Alexandre Taillefer pour qu'il fasse l'électrification des taxis. Donc, il est en train de payer des gens au salaire moins élevé que les autres chauffeurs de taxi. Et il y a des chauffeurs de taxi qui font la location de leur taxi. Donc, maintenant, ils ne font plus cette location-là parce que ces gens sont en train de travailler pour Alexandre Taillefer. Donc, maintenant, on a des gens qui sont en train de perdre des sommes astronomiques d'argent dans nos communautés. Et ça, c'est encouragé par notre gouvernement. Et nous, on reste là à absolument rien faire pour ça. Donc, c'est important d'avoir cette commission sur le racisme systémique. Natacha, quelle action entreprendre? Ton top 2 là, d'actions qu'il faut entreprendre pour la lutte contre le racisme aujourd'hui au Québec? Bien, c'est sûr qu'on a vu dernièrement au niveau national, canadien, l'obtention de la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues assassinées. J'ai beaucoup quand même critiqué la formation de cette commission-là parce qu'on n'a pas été au courant non plus. Donc, il n'y a pas eu de consultation de la population, même des familles qui sont concernées par qui sont concernées par le phénomène, par le féminicide au Canada, qui n'ont pas été assez... elles n'ont pas pris assez part à cette création de la commission d'enquête et elles ont dénoncé, beaucoup de familles ont dénoncé ce manque au niveau gouvernemental. Comment combattre, justement, je pense qu'il faut, autant que pour le racisme systémique, autant demander, réclamer une commission d'enquête, donc réclamer dans le même sens, donc une reconnaissance étatique donc, du racisme systémique qui existe et qui engendre des conséquences aussi graves qu'un féminicide, comme les communautés autochtones le vivent. Et donc, et sinon, il y a toujours les vigiles commémoratives qui sont des formes de rassemblement qui sont qui donnent un grand bénéfice aux êtres humains qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être reconnus, d'être soutenus, et de sentir que même de la part de d'autres communautés culturelles, les communautés autochtones et les femmes autochtones, les familles reçoivent du soutien du reste de la population. Et donc, les vigiles commémoratives, les marches comme mardi prochain, le 4 octobre, donc à la place Émilie-Gamelin à 18h, il y a une vigile pour les femmes autochtones disparues assassinées parce que chaque jour, dans mes réseaux sociaux, je vois une nouvelle jeune fille, une nouvelle jeune femme ou une nouvelle femme qui est disparue ou qui a été assassinée au Canada. Et je ne parle pas des fois du nombre de personnes, de nouvelles que je vois passer par jour. Donc, comment enrayer ça le plus possible? Jour après jour, c'est d'être conscient, je pense, à la base de ce phénomène-là, d'être conscient des racines de ce phénomène-là et d'être conscient à quel point l'histoire est beaucoup plus enracinée qu'on le pense dans l'État, dans le gouvernement, mais aussi au sein de nos relations interpersonnelles, nos relations sociales et même nos relations à l'État même. Et donc, même entre les communautés racisées aussi. Donc, c'était un appel à la vigilance que je lançais dans les derniers jours, justement, pour pas qu'entre nous-mêmes, entre les communautés, on soit influencés inconsciemment par cette tentative de division des communautés en donnant des avantages ou des privilèges à certains beaucoup plus qu'à d'autres. Et donc, de rester très vigilant par rapport à ça. Et donc, j'appelle aussi à l'unification des luttes parce que nous nous battons finalement, nous luttons finalement pour obtenir au moins une reconnaissance humaine. Et l'égalité. Et l'égalité au sein de la société. En 2 petites minutes, je sais qu'il nous reste juste 3 minutes en tout. Oui, mais en fait, je suis pas mal d'accord avec tout ce qui a été dit, évidemment. Et puis, pour moi aussi, la question de déconstruire certaines idées, sensibiliser, éduquer, etc. Mais aussi, c'est vraiment ce qui est important pour moi, c'est qu'on apprenne à nommer les choses telles qu'elles sont. Et au Québec, on a beaucoup de difficulté à accepter le terme blanc, le terme privilège des blancs, etc.
Mais je ne vois pas pourquoi on parle de noir et on ne dirait pas le mot blanc. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi on dit souvent les noirs, mais quand on dit blanc, il ne faut pas le dire. C'est parce que comme c'est vu comme inconsciemment, comme si c'était la norme, comme si on était en train de décrire quelque chose qui devrait être normal. Donc, c'est vraiment de nommer les choses telles qu'elles sont, en fait. Et puis, quand il s'agit de voter, quand c'est le moment de voter, en fait, politiquement, c'est qu'on n'a pas besoin, nous, de quelqu'un qui vienne dans notre mosquée nous charmer avec leur beau discours pendant les élections. On a besoin des gens qui, quand il y a des discriminations, quand il y a du racisme ou des actes racistes ou des assassinats, par exemple, de jeunes noirs ou d'autres jeunes, bien, que ces personnes-là politiques prennent la parole et dénoncent ça. Et c'est ces personnes-là qu'après ça mériteraient notre vote, et non des personnes qui viennent nous dire « salam alaikum » dans les mosquées ou autres. On a beaucoup de bons buveurs de thé au Québec. Bushra. Je dirais qu'il faut être sur tous les fronts, c'est difficile. D'être sur tous les fronts avec le maximum d'alliés et de compagnons, en fait, de lutte possible. Personnellement, je pense que en ce qui concerne les jeunes maghrébins, arabes, musulmans, / l'espèce de fourre-tout, personnellement, ce que je vois, c'est la nécessité de créer des espaces pour les protéger. Parce que, comme le disait Will, ce qui s'opérait avec une stigmatisation policière, institutionnelle, judiciaire, etc., avec les Noirs, est en train de s'opérer aujourd'hui avec les jeunes, notamment avec le sujet de la radicalisation. Donc, dénoncer, oui, parler publiquement, oui, mais aussi ne pas oublier des espaces dans lesquels on peut, entre nous, déconstruire certaines de ces questions, sans jamais oublier qu'il faut revenir en société pour aller dire ce qui ne va pas et pour demander ses droits et prendre place dans la société, tout simplement. Ne jamais oublier ces deux types de besoins. Et puis c'est comme ça, je pense, que la convergence des luttes s'opère. Bon, c'est très bon. Donc des espaces où on peut réfléchir d'abord avant d'aller trouver des alliés partout, pas juste au niveau de la convergence des racisés, mais une convergence plus large. Et surtout, je pense d'être sur tous les fronts parce que c'est un problème systémique. Et donc, si on n'attaque pas tout le système, ben, en fait, on n'arrive pas à le régler. Je pense que... Pas le choix. Voilà, merci beaucoup. Merci tout le monde. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont beaucoup d'obligations, fait qu'on va lâcher le plateau. Et merci beaucoup pour l'invitation de l'événement aujourd'hui. Merci beaucoup.